Bonjour, bonsoir, je suis Ndaya et je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir, le podcast des femmes noires sans filtre. Et dans cet épisode sans filtre, justement, à l'occasion du mois de la femme, on va parler de white feminism. Oui, bonne écoute. Hello Néné. Hello. Alors, je te souhaite une super journée et fête de la femme. Et j'espère que tu seras célébrée dans cette fête de la femme. Non mais c'est trop marrant parce que... J'espère que tu as reçu des fleurs pour cette fête de la femme. Non mais en fait, ce qui est très très drôle, c'est que quand tu as introduit le sujet, tu as dit le mois de la femme. Mais en France et en Europe et dans les pays occidentaux, c'est la journée de lutte des droits des femmes, je crois. Alors qu'au Congo, c'est le mois des droits des femmes. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de devenir le mois des femmes partout. Okay. Parce que comme je regarde beaucoup ce qui se passe sur les réseaux en Amérique, etc., ils appellent ça Women's History Month maintenant. Oh wow. En fait, je pense que tout le monde en a eu ras-le-bol d'avoir une journée. On s'est dit non, en fait, il y a tellement de choses dont on doit parler. Ouais. On va en faire un mois vraiment intense. Et je trouvais ça trop drôle parce que je voyais des blagues d'afro-américaines qui disaient comment je saute du Black History Month au Women's History Month, etc. Et je trouvais ça trop drôle. C'est ça. Donc, ouais, on dirait que c'est devenu le mois maintenant, globalement. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est pas assez, mais c'est un bon début. Je te jure. Comment ça va ? Ben écoute, ça va, hein. Franchement, je me tiens à ma routine, peu importe ce qui se passe. Donc, routine réinstaurée depuis le mois de novembre, là, donc ça fait beaucoup de bien. J'ai fait une nuit de bébé comme j'ai jamais fait. Je crois que j'ai dormi de 20h à 6h du matin. Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis... depuis que j'ai 6 mois, je crois. Donc, je pense que ça commence à faire du bien. Et, non, c'était cool. C'était grave cool. Mais je me suis réveillée fatiguée. Tu sais, parce que j'ai trop dormi, je pense. Mais à part ça, la vie suit son cours. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vis ma vie de rêve, là, tu le sais bien. Dormir de 20h à 6h ? Ouais. Je pense... C'est juste waouh, c'est trop doux. Non, franchement, j'ai... Comme un bébé, je me suis couchée avec l'enfant et je me suis réveillée avant l'enfant. Donc c'est exactement ça. Et toi, alors, comment tu vas ? Ben, ça va. Je suis contente. En plus, on fait un épisode sur le genre de sujet que j'aime bien traiter. Donc... La spéciale d'ailleurs. Je suis plutôt contente. Quoi de neuf ? J'ai fini Maîtresse. Je suis fière de moi. Franchement, c'est tellement bête. J'aurais dû le garder J'aurais dû garder ça pour la fin de l'épisode. Parce que j'ai fait Maîtresse en 24 heures. Toi, tu sais que d'habitude, ça prend une semaine complète. Exactement. Let's clap for Daya again. Waouh. Franchement, c'est... J'ai fini. Mon mari m'a regardé, il m'a dit, donc là, c'est fini. Là, c'est fini. Donc là, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Je dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mon cher. It's done. Incroyable. J'ai mis la mousse, tout ça. Oh là. Clin d'œil, Cream of Nature. J'ai mis la mousse dans mes cheveux, tout ça. C'est top. Ouais, c'est parti. Okay. Rien à voir avec le sujet de l'épisode, mais bon, mettons les pieds dans le plat. Donc, cette semaine, on avait envie de parler du concept de white feminism. Et je trouve que ça fait partie de ces termes qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Quand on parle de différentes luttes et aussi quand on est hyper connecté avec l'Occident, avec l'international à chaque fois et qu'on a des termes avec des anglicismes qu'on ne comprend pas forcément. Et je trouvais ça intéressant en fait, qu'on débatte dessus. Donc le white feminism, si on le traduit en français, on appellerait ça le féminisme blanc. Mais en fait, ça ne représente pas juste le féminisme blanc, en fait. Le white feminism, c'est un terme qui a été pensé par Alice Walker, qui est poète, et qui expliquait qu'en fait, pour elle, le féminisme qu'elle voyait, les luttes féministes qu'elle voyait qui l'entouraient aux États-Unis, parce que c'est une afro-américaine, pour elle, c'est des luttes qui ne prenaient pas en compte l'expérience des femmes de couleur. Et c'est pour ça qu'elle appelait ça le white feminism, en fait. Okay. Maintenant, je me dis, ça veut dire que ça peut s'appliquer à toutes sortes de mouvements, en fait, qu'il y ait que des femmes blanches dedans ou pas, en fait. Moi, je trouve que c'est un terme que tu peux vraiment employer de cette manière, en fait, en regardant les
les directives et les engagements que certaines associations, certains organismes qui se disent féministes vont avoir, de se dire, ça se ressemble beaucoup plus à du white feminism qu'à un féminisme idéalisé, on va dire. Je pense que déjà, c'est un bon point de départ. Oui. Et en gros, en fait, avant de commencer l'épisode, je me suis dit, si je devais expliquer... Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un de t'expliquer quelque chose que tu comprends pas, comme si tu étais un enfant de 5 ans. Et j'essayais de trouver une manière, en fait, d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que je vois quand je pense white feminism. Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et franchement, j'aimerais bien que tu me dises si toi aussi ça te vient à l'esprit, j'ai pensé tout de suite aux femmes, en fait. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Comment, tu sais, les femmes, enfin, pour celles qui ne savent pas, c'est il y a 10-15 ans, il y a eu l'avènement d'un groupe qui se disait féministe, qui s'appelait les Femmes, donc qui organisait des manifestations qui étaient très choquantes, parce qu'en fait, dans les manifestations, comme d'habitude, il y avait des cris qui étaient scandés du style on ne veut pas être soumise, on veut être libérée, etc. Mais le truc en plus des Femmes, c'était qu'elles étaient tout le temps torse nu. Et c'était toujours la même répartition, c'est qu'elles étaient en rangée, vraiment comme des soldats. Elles étaient poings en l'air comme ça, avec les seins nus, et elles hurlaient, et tu voyais toujours une sorte d'opposition violente, genre elles étaient face à des gens dans la rue qui n'avaient rien demandé, et elles hurlaient en fait « Non, on va être libre, on va nous libérer, machin !» Le tout avec la poitrine à l'air. Et au fur et à mesure, en fait, il y a beaucoup de gens qui se demandaient « Mais est-ce que les féministes militantes, elles ont envie d'être associées à ce genre de mouvement ?» Il y avait plein de questions qui étaient posées. Moi, j'avais trouvé ça super fascinant. À l'époque, j'avais lu un article d'une journaliste qui, je pense, faisait partie du groupe Mademoiselle à l'époque, et qui était partie s'infiltrer chez les femmes. Donc, qui avait fait une séance de recrutement, etc. Et elle a compris que dans les séances de recrutement, déjà, on regardait le physique des femmes avant de les recevoir dans l'équipe. Et en gros, si t'avais pas une belle poitrine, tu pouvais pas être une militante féminine. Mais c'est une blague. Pour commencer. Je t'assure. Deuxièmement, elle avait remarqué que dans la majorité des gens qui étaient pris, des femmes qui étaient prises, c'était des femmes blanches. Et qui avaient vraiment ce critère de limite agence de top modèle. Et donc, t'allais remarquer en fait que quand tu vois leurs photos de manifestations, etc., elles organisaient leur rang. Donc, les personnes qui allaient mener la marche, c'était les plus bonnes, on va dire, entre guillemets. C'était vraiment celles qui étaient les plus bonnes pour faire un effet choc. Mais tu vois, pour moi, c'est ça, le white feminism, c'est dans tout le côté, en fait, performatif, où on prétend vouloir se libérer de certaines choses, etc. Mais au final, il n'y a pas vraiment de profondeur. Et en plus, je me rappelle que ce groupe, il a été vite démantelé quand ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui a été créé par un homme en Ukraine. Enfin, c'était vraiment bizarre comme truc. Je sais plus où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, mais c'était vraiment bizarre l'histoire des femmes. Donc, je vais peut-être essayer de trouver une source avec un documentaire qui va au bout des choses pour vous le mettre en lien. Mais voilà, moi, c'est vraiment le truc, c'est mon point de départ, si je réfléchis au white feminism. Voilà. Toi, t'aurais pensé à quoi ? Alors moi je suis la mauvaise élève de la bande parce que ma culture sur le féminisme est pas aussi poussée que la tienne ou que d'autres personnes, et pour moi quand je pense white feminism, je pense féminisme tout court, parce que en fait c'est quand on te parle, je vais faire une comparaison qui n'est peut-être pas très très bonne, mais pour moi, tu vois, le racisme, ça fonctionne que dans la généralité. Dans la pratique, c'est autre chose. Parce que quand tu vas commencer à donner des points et des détails, de dire ça existe, les gens, ils vont te dire, mais non, ça n'existe pas. Donc pour moi, le white feminism, c'est comme équivaut au féminisme en général. Et ensuite, quand on rentre dans les détails, etc., j'ai envie de te dire que c'est comme si c'était la règle et tout le reste à côté sont les exceptions. C'est trop intéressant parce que ça fait partie d'un des points aussi que je voulais aborder. Donc c'est top. Parce qu'en fait, je me disais, le problème justement que j'ai avec, on va dire, le féminisme occidental, c'est que justement, j'ai l'impression que quand tu te l'imagines, c'est comme si c'était la tête d'une pyramide. Et que ce mouvement a créé des bébés, tu vois. À créer des bébés. Et c'est Sojourner Truth qui parle du terme d'intersectionnalité, en fait, qui explique qu'il y a des groupes qui vont être
qui vont se retrouver à la croisée de plusieurs oppressions, et que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de l'intersectionnalité pour que chaque personne puisse se concentrer sur les problèmes de société qui les concernent ou qui les impactent principalement. Et oui, normalement, en fait, ça devait être une sorte de ligne, j'ai envie de dire, où il y aurait plusieurs mouvements différents, et que quand c'est nécessaire, ces différents mouvements, eh ben, ils rejoignent leurs forces, tu vois, un peu comme les Avengers. Les Avengers. Exactement. Chacun a ses batailles. Assemble. Mais quand c'est les méchants... Voilà, que chacun a ses batailles, et quand il y a un problème qui concerne 2-3 groupes, eh ben, qu'on se dise, venez, il faut qu'on fasse une fusion, là, tous ensemble, et qu'on attaque les gens. Et malheureusement, en fait, moi, c'est ça que je vois, c'est que je serais obligée de considérer toujours le féminisme occidental comme un white feminism, parce que il n'y a jamais cette capacité à faire une convergence des luttes. Et il faudrait que je trouve d'autres associations, mais je sais que j'avais vu des exemples d'associations en France, d'associations féministes pour les femmes maghrébines, associations afroféministes, associations pour les femmes asiatiques en France. Et elles sont capables de faire de la convergence quand c'est nécessaire. Mais dès que tu vas partir dans quelque chose qui est plus mainstream, on va dire, eh ben, ils n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas cette capacité de se remettre en question, et c'est toujours, on va se concentrer sur nous et rien d'autre. Et un exemple concret, là, maintenant, c'est que on parlait tous de la situation au Congo, on parlait du fait que l'un des plus gros problèmes maintenant avec la guerre qui se passe au Congo, c'est que le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et c'est sur le papier, c'est un problème féministe. Tu peux pas faire plus féministe que ce problème. On est en train de détruire des générations de femmes dans un pays. Et le fait de se dire que si tu regardes la majorité des médias féministes mainstream, ils n'en parlent pas, quoi. Donc ça veut tout dire, en fait. C'est que c'est un féministe qui s'arrête à leurs conditions, à leur situation géographique, etc. et qui ne va pas aller plus loin. Et par contre, chaque année, je me suis dit, tu vois, là, on est au mois de mars, tu peux être sûre et certaine que toutes ces plateformes vont encore nous parler du pay gap et nous dire, voilà, quand un homme travaille autant, et une femme est payée juste ceci, machin. Et je me dis, oui, c'est un problème aussi, mais vous voyez, il faut trouver un peu de balance, quoi. En fait, le truc qui est compliqué, c'est que pour moi, je le perçois un peu comme l'élite. Où, tu sais, comme quand t'es au collège ou au lycée, il y a le groupe des cool people, les gens avec qui tout le monde doit traîner, tout le monde a envie d'être, etc. Et si tu es en dehors de ce groupe-là, tu es forcément un outcast, quelqu'un qui fait pas partie des bandes, etc. Tu es un peu genre le paria, tu vois. Tu es au second plan. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me reconnaître comme féministe, et aussi parce que je suis dans une famille où on m'a souvent dit, tant que ta tête, elle a envie de faire un truc, tu peux le faire. Et donc, du coup, pour moi, tu vois, de me dire que, en fait, il faut essayer de comprendre à quel groupe, quel mouvement du féminisme tu appartiens. Tu vois, pour moi, c'est des concepts qui sont très, très lointains. Et de me dire aussi et me revendiquer en tant que féministe, parce que c'est quelque chose où je me dis, mais en fait, tant qu'on met sa tête quelque part et qu'on a envie d'atteindre, rien n'est impossible à celui qui croit. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai évolué dans ma vie et que j'ai vu les femmes de ma famille évoluer dans ma vie. Mais quand tu grandis et que tu es au contact d'autres choses, que tu parles avec d'autres personnes, que tu te rends compte que c'est pas forcément la réalité de tout le monde, tu te dis « Ah, ok, donc ma réalité, ce que moi je prends pour un acquis et quelque chose de connaissance commune, ce n'est pas le cas. » Et donc, tu commences à te renseigner. Et quand j'ai commencé à me renseigner, à devoir que je me dis, toi, tu fais pas ça, il faut militer pour l'égalité des salaires, des machins. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas pour l'égalité, je suis pour l'équité. L'équité, pardon. Parce que je me dis, l'égalité, c'est pas ce qui va nous aider. Parce que quand on veut forcément être égal, c'est que, par exemple, tu vas te dire que pour faire telle chose, tu vas donner 200 à un homme, tu vas donner 200 à une femme, et on est censé arriver au résultat. Sauf que parfois, il faut donner 300 à un homme et peut-être 500 à la femme pour obtenir le même résultat. Et ça, c'est pas question d'être égaux, tu vois. Et donc, du coup, moi, quand j'observe un peu tous les discours un peu féministes qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les
sur les plateaux télé, dans les journaux, à la radio, dans les podcasts, etc., tu vas facilement retrouver le même genre de discours. Maintenant, comme j'ai traité mon algorithme, forcément, je vais tomber sur des choses qui me parlent à moi. tu vas avoir que du truc féministe. Voilà, comme notre téléphone, il nous a écoutés. Voilà, je vais avoir des trucs féministes, mais je vais avoir des choses féministes qui me sont propres et qui vont se rapprocher de mon point de vue. Et qui vont me permettre d'ouvrir aussi mon horizon en me proposant des lectures, en me proposant des podcasts, en me proposant des émissions, etc., etc., mais qui vont plus toucher mes centres d'intérêt et mes centres de motivation et de revendication, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, comme j'étais sur une page vierge et une page blanche, les premières choses que ça me proposait, j'avais parfois du mal à me retrouver dedans parce que je trouvais que c'était trop généraliste. Tu sais, c'est comme quand on te dit « c'est pas bien de voler ». Bah, tout le monde sait que c'est pas bien de voler. Mais quand tu regardes au-delà de ça, pourquoi c'est pas bien de voler ? Qu'est-ce que ça représente ? Et quel est l'impact que ça a ? C'est ce que moi je cherchais au début. Et j'ai l'impression, comme tu disais, que c'est très lisse. Ah, bah alors, à partir de tel jour dans l'année, les femmes arrêtent d'être payées, c'est le jour de... Je sais plus, le jour de la bascule, ou je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, je sais plus c'est quelle date. Voilà. Mais il y a une date, tous les ans on nous dit, bah voilà, l'année dernière c'était le 30 novembre, cette année c'est le 15 novembre. Et à partir de là, tu travailles gratuitement, etc. Tu vois, voilà, on va te dire, oui, mais là, on va te parler du congé paternité face au congé maternité. On va te parler du fait que la charge mentale des femmes, etc. Et en fait, tout ça, ce sont des luttes qui sont tout à fait nobles, mais il faut les ancrer dans une autre réalité. Tu vois, je regardais par exemple, il y avait une étude qui montrait le pourcentage de femmes célibataires aux US en fonction de leur ethnicité. Et quand tu regardes chez les femmes noires, je crois que c'est 48%, ou 42 ou 48% de femmes noires mères célibataires. Et en fait, ils disaient, bah voilà, et ça montre quelque chose de la communauté, machin. Mais en fait, moi, tout ce que j'ai lu là-dedans, c'est, mais en fait, où sont tous ces hommes qui se barrent, en fait ? Où sont tous ces hommes qui se barrent ? Mais dans les commentaires, c'était, oui, mais vous les femmes, vous les femmes, vous les femmes, tu vois. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu vois, moi, ma lutte de féministe, c'est de me battre contre le mariage et contre le fait d'avoir des enfants. Je ne suis absolument pas contre tout ça. Vraiment pas. Mais en ayant grandi dans une famille africaine où, une fois que tu as passé 25 ans, si tu n'es pas marié, on commence à te regarder, genre, oula, on va faire quelque chose parce que tu n'es pas marié, c'est pas bon. Ben, ma lutte, c'est de se dire, mais chaque chose en son temps. Si mon temps, c'est quand j'ai 25 ans, tant mieux. Si mon temps, c'est quand j'en ai 40, c'est tout aussi bien. Mais pourquoi me précipiter dans quelque chose là où vous allez m'abandonner et personne ne va me soutenir, en fait. Complètement, c'est le terme. On va vraiment te larguer dans cette situation parce qu'on va se dire que là, tu as atteint ta destination, en fait. Donc, peu importe ce qui arrive après, ça compte tu pas. vois, et ça va... Et je peux pas apprendre ça à d'autres femmes. C'est ça, ça va être ma lutte féministe auprès de mes oncles, auprès de mes tantes, mes petites cousines, mes petits cousins, de leur dire, en fait, si vous avez envie de vous marier, c'est très bien, mais ça ne doit pas être une priorité, parce que c'est pas ça qui va donner votre valeur. De la même façon que si vous avez envie d'avoir des enfants, tant mieux. Si vous voulez pas en avoir, tant pis. Mais commencez pas à vous dire à 20 ans, oh là là, il me reste 4-5 ans pour trouver quelqu'un pour commencer à avoir des enfants. Mais c'est aussi ok d'avoir des enfants tard. C'est aussi ok de vivre par rapport à son tempo. Et pas se mettre le tempo que la société va te donner. Parce que j'entends les personnes, j'ai des amis caucasiens, et des amies caucasiennes. La pression... Incroyable, scoop. Non, mais c'est pas un scoop, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu les entends parler de la pression qu'ils peuvent subir par rapport au fait d'avoir... par rapport au mariage, par rapport aux enfants, moi, en tant que femme noire, j'ai l'impression que ce qu'eux subissent, c'est du pipi de chat. Après, ce n'est que mon point de vue. Mais il faut avoir les appuis solides pour être dans une famille africaine, congolaise, sans être mariée à 30 ans. Pas mariée, pas le fait d'avoir d'enfants. Tu vois, c'est quand moi j'ai décidé d'adopter ma fille, il y a des choses que j'ai entendues, tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en vrai, c'est un acte d'amour, tu pourrais dire, ah bah c'est bien, machin. Mais comme les gens ne traduisent pas
ça dans quelque chose qu'ils comprennent, et ben ça devient quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, et ils se permettent beaucoup de choses, et ils t'ajoutent une pression supplémentaire. Et donc, c'est là, en tant que femme, noire, congolaise, bantou, tout ce que vous voulez, que je me dis, non, moi, ma lutte, elle est là. C'est de faire comprendre aux gens que c'est pas, votre réalité n'est pas celle de toutes les femmes. Et que chaque femme a dans son droit de choisir si elle a envie de se marier ou pas, de choisir si elle veut des enfants ou pas, et si elle veut des enfants, comment elle a envie de les avoir. Et de voir si elle est... de gérer sa foi aussi, de prendre des décisions pour elle, pour faire en sorte qu'elle soit en paix. J'ai écouté une émission là d'une femme en fait qui était très pratiquante dans la vie de l'église, qui était très impliquée, et plus elle était impliquée, et puis à un moment elle a ressenti le fait qu'elle était homosexuelle. Et elle dit mais du coup quand tu vas écouter des discours de prêtres, etc., tu vas te dire oh mon Dieu, mais Dieu ne m'aime pas pour ce que je suis. Et pour après se dire que ben non, en fait, quand tu relis les textes, quand tu approfondis, tu te dis mais non, mais Dieu est amour, donc dans tous les cas, ben je vais vivre ma réalité et je vais gérer ça avec mon Dieu. Et donc toutes ces choses-là, tu sais, comme tu parlais d'intersectionnalité, le féminisme, c'est pas juste une chose, c'est pas la femme doit être l'égale de l'homme. En tout cas pour moi. Le féminisme, c'est la femme doit être l'égale de l'homme, ok, mais la femme doit avoir les mêmes opportunités. La femme doit faire preuve de soutien les unes vis-à-vis des autres. Et c'est pas parce que, tu vois, moi, je ne sais pas ce qu'une femme asiatique ressent, quel type de discrimination elle peut vivre en tant que femme. Alors oui, il y a les discriminations communes en tant que femme, mais ensuite il y a des discriminations spécifiques au fait que tu sois chinoise, irlandaise, je sais pas, mexicaine, que tu sois ivoirienne, etc. Après, tu sais, ça se détaille. Là, c'est très, très spécifique encore. Mais pour avoir des amis de toute origine, oui, il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver, se dire que, ah ouais, ça, on a toutes vécu la même chose, c'est vraiment parce qu'on est des femmes. Et puis, il y a des choses, il y en a certaines qui vont dire, ah, mais ça, je crois que c'est parce que tu es marocaine. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois une femme, tu vois ? Ouais. Ben, ça revient un peu sur sur les raisons pour lesquelles je peux pas m'identifier à la version mainstream, parce que globalement, en fait, j'ai l'impression que c'est un courant qui est plutôt centré sur l'individu, et que nous, en fait, comme on est africaine, eh ben, on est plus éduqués pour penser communauté. Donc déjà ça t'empêche en fait de t'identifier complètement à ce genre de mouvement. Mais moi, parfois, je le trouve qu'il manque complètement de crédibilité, parce que là où des afro-féministes, par exemple, vont se battre pour des droits humains, littéralement, eh ben, les white femmes, elles vont se battre pour avoir accès à des privilèges auxquels elles n'ont pas eu accès, en fait. Et ça, c'est un truc, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais quand on parle des suffragettes aux États-Unis, quand elles demandent à avoir le droit de vote, c'est parce qu'elles apprennent que les hommes noirs vont avoir le droit de vote. Et elles ont dit, alors là, si vous croyez que des négros ils vont pouvoir voter avant nous, les femmes blanches, ça va aller 2 secondes. C'est bien drôle, 2 minutes votre affaire. Et elles ont dit, hop, on prend nos pancartes, on sort dans la rue, on a dit, vous êtes folles ou quoi ? Vous êtes fous ou quoi ? On vaut plus qu'un homme noir quand même, vous allez nous laisser voter. Et quand je pense à ça, je me dis vraiment, tu vois, c'est le fossé qu'il y a en fait. Le fossé, il est énorme dans des courants, on va dire dans le courant féministe qui concerne les femmes noires. On va parler du fait que la médecine est raciste en général. On va parler du fait que il y a plein de données qui sont faites pour donner on va dire donner des indicatifs sur ta santé, sur ton niveau de santé, etc., qui sont basés sur les blancs et qui ne sont pas adaptés à nous. On a beaucoup notre douleur, elle est niée quand on se retrouve dans le milieu médical, etc. Et donc, toutes ces choses-là,
elle mène à notre mort, littéralement, tu vois. Et c'est pour ce genre de choses qu'on se bat. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que ça se bat pour vraiment des privilèges. Et là, après, je vais pas trop extrapoler dans cet épisode, mais je pense par exemple à toutes les conversations qu'il y a en ce moment sur la montée du fascisme, etc. Et on le voit, en fait, les mêmes femmes qui étaient prêtes à se battre pour le white feminism, en fait, elles se battent. Enfin, j'ai envie de dire, elles se plaignent plutôt de certains privilèges auxquels elles n'ont pas accès. Et elles vont donner l'impression qu'elles ont envie d'avoir une certaine émancipation, etc., etc. Mais là, on va leur vendre le modèle de l'homme qui sera assez riche pour t'entretenir et entretenir toute une famille. Et elles vont toutes dire « Ah, vous savez quoi, le féminisme, c'est un peu fatigant. Je pense que je vais arrêter. » Alors que, tu vois, pour moi, c'est ça, en fait, les white feminism, c'est vraiment un truc où tu te dis c'est optionnel. Tu vis dans le privilège, parce que moi, ça me fait penser à tout ce truc qu'on a eu sur les tradwives. Là, on les voit plus tant. Je sais pas si elles hibernent. Mais... Je sais pas, peut-être qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, on leur a dit c'est bon, maintenant tu quittes les réseaux, on n'a plus besoin de te voir. Non, mais tu vois ce que... Elles ont fait leur propagande. Tu vois, le truc, c'est que oui, t'es là avec un mari qui prend soin de toi, t'es une femme traditionnelle, et pour moi aussi, c'est une sorte de féminisme, quand bien même je ne suis pas d'accord avec leur point de vue sur plein de choses. Si elles décident d'être des femmes au foyer, et d'avoir plein d'enfants, et de tout faire de A à Z à la main, ben, je dois accepter cette démarche-là. Parce que c'est leur choix. Tant et aussi longtemps que c'est leur choix. Après, c'est pas toujours le cas. Et... Ouais, ça ressemble à un débat de la poule et l'œuf, hein, je te jure. Parce que... Ouais, en fait, ça finit jamais, Ça, c'est vraiment ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que dans le féminisme aussi, le féminisme généraliste, c'est que j'ai l'impression que, comme beaucoup de choses, c'est qu'on doit tous penser de la même façon. S'il y a un sujet où on pense pas de la même façon, et ben non, c'est pas bien. Tu vois, les féministes doivent être aussi écolo. Bah, je sais, peut-être que je suis pas écolo, tu vois, peut-être que j'aime bien prendre l'avion pour aller dans des destinations lointaines, tu vois, et que la plupart du temps, je vais essayer de manger des fruits et légumes de saison, tu vois. Tout n'est pas à sens unique, ou tout n'est pas prédéfini. Tu vois, tu dois porter des véjas, tu dois avoir... tu dois être capable de montrer tes tototes en public. Tu dois être capable de t'intercaler si par exemple quelqu'un allaite son enfant et qu'il y a des commentaires ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est comme s'il y avait il y a quelqu'un qui avait décidé être féministe, c'est ça. Et si tu rentres pas dans chacune des cases, tu ne peux pas être considéré comme féministe. Sauf que de la même façon qu'il y a des milliards d'êtres humains différents, je pense qu'il y a quasiment autant de féminismes différents, ou peut-être un peu moins. Parce qu'on a des réalités qui sont différentes. Et c'est ça qui m'embête beaucoup, et d'être mise dans des cases en disant... et qui m'a aussi beaucoup dérangée avant de me revendiquer en tant que féministe, parce que j'avais cette impression de... Mais on doit tout être pareil. Mais quand tu fais une équipe de foot, tout le monde n'est pas attaquant, hein. Tout le monde n'est pas gardien. Oh là là, ça faisait longtemps. Je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Dans une équipe de foot. Je te jure, j'ai envie de créer un jingle. Arrête. Pour toutes les fautes, tu fais des rêves. Non, mais arrête. Mais tu vois ce que je veux dire? T'as besoin d'avoir un goal, des défenseurs, des milieux, des attaquants. Et un entraîneur. Néné, le truc de RMC. Tu vois, on peut pas avoir de conversation sérieuse avec toi parce que tu commences toujours à déborder. Vous voyez ce que je subis au quotidien? Néné, j'ai écouté tout ce que t'as dit, je suis peut-être à rebondir tout de suite après la pub. Moscato chaud. Non, déjà la première chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est le truc des femmes qui décident d'être au foyer. Quand je dis la poule et l'œuf, c'est vraiment le truc où tu te dis... Le féminisme, normalement, c'est de pouvoir équiper toutes les femmes pour qu'elles soient libres de leur choix, qu'elles aient le libre arbitre, etc. Donc, si une femme a dit qu'elle a envie de rester au foyer, normalement, on doit accepter ça et tout. Mais en fait, pour moi, la nuance, c'est pas juste accepter que quelqu'un a envie d'être mère au foyer, c'est aussi... En fait, c'est globalement, pour moi, il faut que chaque femme soit capable d'avoir les outils pour déconstruire la situation dans laquelle elle vit, pour connaître les privilèges qu'elle a, pour connaître... les enjeux auxquels elle fait face et aussi les problèmes qu'elle va rencontrer par rapport à sa condition, les préjugés, etc. Et qu'une fois qu'elle est consciente de tout ça, qu'elle a compris vraiment c'est quoi sa situation en tant qu'elle-même, là,
là, elle peut prendre une décision. Mais moi, j'aime pas l'idée de juste dire, ouais, si tu as envie de faire ça, tu peux le faire, parce que il y en a plein qui vont peut-être se dire, bah, je dois sauter là-dedans, et ça fait quand même de moi une féministe, parce que j'ai trouvé un gars qui peut m'entretenir, etc. Et qui après se retrouvent enfermés dans un engrenage auquel elles n'ont jamais réfléchi. Donc c'est juste la nuance que je voulais apporter par rapport à ça. Dans tout ça, il faut Et être après, smart. il y a un autre truc, archi smart, ouais. Et on va pas se mentir, je veux pas être méchante, mais on n'est pas tous équipés de la même intelligence émotionnelle et intelligence en général. Donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me demande vraiment en fait si le fait de se revendiquer féministe, ça devrait pas être interdit presque, tu vois. En fait, je me dis que c'est pas juste, pour moi, c'est pas juste un courant, ça devrait être un courant élitiste et un courant intellectuel. Tu vois, ça devrait être réservé vraiment à des intellectuels de dire que, en tant que féministe, c'est limite, le travail qu'elle fait est lié à ça. Elles font des études sociologiques, psychologiques, etc., liées à la race, etc. Et elles peuvent se permettre de dire, voilà, en tant que féministe, je vous donne à vous, les femmes concernées, les outils pour bien mener votre vie, etc. Parce que malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on laisse pas l'opportunité à une femme de réfléchir, de prendre le temps de décider si elle l'est ou pas, si ça c'est en accord avec ses valeurs, c'est en accord avec sa vie. On t'attaque tout de suite. Comment ça, tu veux pas dire que t'es féministe? T'es sérieuse? T'es pas une féministe? Putain, mais t'es sérieuse, tu vois? C'est tout de suite ce truc-là, alors que normalement, on devrait être en mesure de prendre tout le monde par la main dans une utopie féministe, de prendre chaque femme par la main et de lui dire ok, tu sais pas si tu l'es, viens, je vais t'aider à trouver la réponse. Regarde, voilà, alors je te propose telle bibliothèque, je te propose d'écouter tel podcast, je te propose de regarder telle conférence, etc. Et puis il y a tel groupe de femmes superbes, bienveillantes, etc., qui sont prêtes à discuter avec toi des questions que tu as dans ta vie, et après tu pourras faire ton choix. Et donc au final, je me dis, ben non, en fait, j'ai pas envie que ce terme, il appartienne à n'importe qui. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu peux décrédibiliser un mouvement. Alors, tu laisses n'importe qui prendre cette étiquette et elle peut en faire n'importe quoi. Mais alors, tu vois, moi, je pense à un truc quand tu dis ça. Je pense que dans tous les cursus scolaires, de la même façon que nous, à l'époque, on avait des cours d'éducation civique, et ben, on devrait avoir des cours sur ce qu'est être féministe, d'éducation financière, pardon. Et voilà, en fait, parce que là, il y a tous ces débats actuellement à l'école sur les cours de sexualité qu'ils veulent mettre, etc. Et ça aussi, ça me bouge beaucoup de choses. Mais je pense que à l'université, enfin à l'école primaire, à l'école, au collège, au lycée, avoir au moins 2-3 heures de cours sur les questions féminisme, sur l'éducation financière, c'est pas trop demandé. Mais tu vois, tu fais des petits trucs, quoi. Des trucs qui touchent les jeunes, tu leur fais un projet sur une année, etc. Juste au moins pour éveiller leur esprit à ça. Et pour les personnes qui décident de poursuivre vers des études secondaires, que tu décides d'être médecin, ou que tu décides d'être avocat, ou que tu décides d'être mathématicien, dans ton cursus, tu devrais avoir un minimum de crédit apporté au sens social. Parce que quand tu y penses, il y a des choses que les médecins peuvent perpétuer. Tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Et eux font l'élite de notre société. Quand tu vois des personnes qui vont faire Sciences Po, l'ENA, etc., et que tu les entends parler sur certains sujets, tu te dis, oh waouh, on est... Tu te dis, toi et moi, on peut pas discuter comme ça. Tu vois, parce que... phare à phare. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, moi, sur ces sujets-là, et je le dis, je le répète, et je veux que ce soit très clair, je suis en début d'apprentissage, quoi. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de trucs, je regarde beaucoup d'émissions, etc. Mais je suis incapable de te citer des grands noms, des grands auteurs, des machins, etc. Parce que là, je suis curieuse d'identifier plus ou moins dans quel courant je suis, même si j'ai l'impression d'être dans mon propre courant où je me dis je vais me battre pour les choses auxquelles je crois. Et c'est déjà assez, tu vois. Et dans ma lutte de choses pour lesquelles je crois, je peux croiser d'autres personnes qui vont avoir le même point de vue que moi sur certaines choses, et c'est très bien. Et les personnes qui n'ont pas le même point de vue de moi sur certaines choses, on va discuter en bonne intelligence. Et si on n'arrive pas à discuter en bonne intelligence, la conversation va s'arrêter vite fait bien fait. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire mais ce que tu dis c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Non, ça ne fait pas partie de ta réalité. Ok, ça c'est une chose. C'est ça.
Mais ne me dis pas ce que je dis, c'est pas vrai. Me dis pas que je suis une menteuse, me dis pas tout ça. J'ai pas l'énergie pour ça. En 2025, on protège Chappé. Donc, les débats inutiles avec des personnes où tu sais pertinemment que ça ne va aboutir à rien, on fait pas. Et c'est pour ça que je te dis, pour poursuivre dans ton idée, je pense que des cours depuis le collège jusqu'à la fin des études, pour les personnes qui décident de prolonger leurs études, c'est pas une mauvaise idée. Juste avoir une connaissance de base. Je pense juste à l'état de l'éducation nationale maintenant, et je me dis, j'ai pas envie que ce soit eux qui aient ça entre leurs mains. Oui, mais tu fais venir des intervenants. Et après, il y a d'autres organismes qui proposent des formations, tu prends un consultant. etc., avec des intervenants. Hein. Tu prends un consultant, une consultante. Mais franchement, moi, je me dis, ça me dérange pas que ce soit pas entre les mains de l'État, parce que comme on l'a expliqué justement, il y a tellement de courants différents que si il fallait qu'il y ait une éducation gérée par l'éducation nationale, eh ben, ce serait forcément la version mainstream. C'est sûr et certain. Mais il y a des collectifs comme le collectif Moissy en France qui fait des formations. Je sais qu'elles ont une université. En ce moment, les inscriptions, elles sont sur liste d'attente parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Mais elles créent des événements ponctuels avec des intervenantes, etc. Et c'est très formateur. Oui, et puis... Donc ça, c'est aussi une option. Moi, j'encouragerais les gens à se renseigner pour eux-mêmes. Et c'est pas parce que quelqu'un va vous dire « Ah, mais non, ça, ils sont extrémistes, il faut pas aller là-bas, c'est un peu un truc de perché, etc. » qu'il faut pas aller par soi-même jeter un coup d'œil. Parce qu'on peut aller par soi-même jeter un coup d'œil et se rendre compte que, bah non, en fait, c'est l'impression... Parce qu'il y a une chose pour laquelle telle ou telle personne va être connue, on va tout de suite la catégoriser. Et après, on va se dire, ah bah oui, celle, on ne veut pas le fâcher, parce qu'on ne veut pas faire ça. Je vous dis vraiment comme au collège-lycée, quoi. Genre, il y a les groupes des hit personnes, et puis les autres. Je dis, bah lui, on lui parle pas parce qu'une fois, il a roté en classe, quoi. Et tu dis, bah ok, mais au-delà de ça, si c'est une bonne personne, c'est quelqu'un d'intelligent. Au-delà de ça, je te jure. Tu vois ? Donc, encourager les gens à se renseigner et à reconnaître que, bah, on ne sait pas. Enfin, moi, je le dis, il y a plein de choses que j'ignore. On va peut-être recevoir des messages qui vont me dire ah bah Néné, quand t'as dit ça c'est pas ok parce que si parce que ça, quand t'as dit ça c'était pas ok, voilà, et ben je suis ok, on peut recevoir la critique, on peut apprendre, mais c'est vrai que t'as certains endroits où t'as pas vraiment le droit à la parole, en fait. T'as pas le droit à l'erreur. Tu vas faire une erreur, on va te dire mais la ferme, mais qu'est-ce que tu racontes, non mais va mourir. Non, c'est très bienveillant, c'est super, merci beaucoup. Donc J'allais vous recommander de regarder un truc. Pour celles qui n'ont pas lu la newsletter, on l'a recommandé dans la newsletter, mais j'ai vraiment envie de vous le recommander encore. C'est un reportage qui est disponible sur le YouTube de Arte. Et ça s'appelle Sénégal, la lumière des femmes. Et en fait, on voit un très très petit village au Sénégal en fait, qui va recevoir l'électricité pour la première fois. Et en fait, l'organisme qui va installer l'électricité dans ces villages décide de prendre des personnes dans chaque village pour les former à installer des panneaux solaires dans leur propre logement et dans les cases de chaque habitant du village, etc. pour que cette personne soit vraiment la référente, en gros, de l'électricité au village. Sauf que maintenant, le plot twist qui est intéressant dans le documentaire, c'est que l'organisme qui vient pour faire ça insiste sur le fait qu'ils ne veulent pas emmener des hommes, ils veulent emmener des femmes pour faire cette formation. Et donc, elles se retrouvent à la ville. Y en a qui n'ont jamais été à la ville et qui se retrouvent pendant quelques jours comme ça à être formés à utiliser un panneau solaire. Donc je les vois vraiment faire... Franchement, c'est fascinant le choc parce qu'elles passent du village au centre-ville et on les voit avec des tournevis en train d'installer des panneaux solaires, etc., de comprendre comment ça fonctionne, quand est-ce qu'on recharge, quand est-ce qu'on a assez de courant, etc. On leur apprend à utiliser des smartphones, des téléphones qu'elles n'ont jamais utilisés. Et parmi ces femmes, elles sont toutes mariées. Il y en a une qui a 15 ans. Et elle explique qu'elle est mariée depuis 1 an déjà. Et en fait, quand elle se présente, elle dit « Je suis mariée depuis 1 an et j'ai toujours pas d'enfant. » Et elle baisse la tête. Comme si c'était genre une grosse déception en fait, pour les gens de son village. Et au bout de quelques jours, en fait, tu vois vraiment que... Bah, tu vois que c'est une enfant, en fait. Parce qu'au début, en fait, tu te rends pas compte. Et je me dis, quand tu mets des gens dans des conditions de vie dans les conditions où on te pousse à agir comme une adulte, tu te rends pas tout de suite compte de son âge. Et en fait, au moment où elle parle et elle s'ouvre quand elles sont à la ville, tu te rends compte qu'on a vraiment face à une adolescente. Tu sais, on lui donne un smartphone et tu vois que la plupart du temps, elle fait des Snapchats, elle utilise des filtres et tout. Et en fait, le moment où je l'ai vue utiliser les filtres, etc., ben, j'ai vu mes nièces, j'ai vu mes petites cousines. Et franchement, les vannes, elles se sont ouvertes, Néné, c'était incroyable. Et j'étais en train de me dire, mais cette fille, on lui vole son enfance, on lui a tout volé. Et
Parce que je veux pas vraiment pas te dire bêtise, mais elle a le tatouage, en fait, le tatouage qu'on fait au bas des lèvres, et je pense que c'est un tatouage qu'on te fait quand tu te maries. Mm. Et elle disait, je regrette vraiment qu'on m'ait fait ce tatouage, etc. En fait, je pense que c'est au moment où elles vont pas tarder à rentrer au village, tu la vois vraiment pleine de regrets en train de dire, ben j'aurais aimé pouvoir aller à l'école un jour dans ma vie, j'aurais aimé pouvoir apprendre quelque chose et créer un jour mon propre business et voyager, etc. Et elle dit, ben voilà, mais on m'a mariée à 14 ans et je suis née dans ce village, j'ai été mariée dans ce village et je vais sûrement mourir ici. Ok. Voilà. C'est triste. Euh, Franchement, c'était trop triste. Et en plus de ça, au retour du village, t'as la majorité des mamans. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus âgées, hein, qui rentrent au village. En fait, elles montrent comment elles installent leurs panneaux solaires, etc. Et 2, 3 jours après, elles te disent, ben, en fait, là, on vient de se rendre compte que dans ce village, si on n'est pas là, c'est la mort. Mm. Et elles disent, c'est nous qui sommes responsables du dur labeur, c'est nous qui sommes responsables d'enfanter, c'est nous qui sommes responsables de nourrir les hommes, c'est nous qui sommes responsables de satisfaire les hommes physiquement. En gros, il y en a une qui fait un constat, elle dit, tout ce dur labeur que j'ai fait toute ma vie ici, c'est ça qui a enlevé ma beauté. Sinon, j'aurais été une belle femme. Mais tu sais, elle dit ça avec le sourire et tout, mais ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Franchement, le documentaire, il m'a chamboulé. Je m'attendais pas à ça. Il m'a vraiment chamboulé et ça m'a donné une idée, en fait, du genre de militantisme que tu peux faire sans forcément dire bonjour, je suis une afro-féministe qui va sauver je sais pas quoi. Tu vois, c'est juste une femme du pays qui a dit ben moi je vais apporter l'électricité dans les villages. Ouais, mais tu vois, C'est tout. Et le truc, c'est que moi, le reportage, je l'ai pas encore regardé parce que je ne suis pas dans un état où je peux supporter beaucoup de choses maintenant. T'as bien raison. T'as bien raison. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas supporter maintenant, mais je vais le regarder quand je serai disposée. Mais quand tu dis tout ça, ça me fait penser au... Parce que je regardais beaucoup de reportages animaliers avec mon oncle quand j'étais petite. Et ça me fait penser aux lions, quoi. Tu sais, qui chasse, etc. Et tu vois le lion qui est là quand les gens ils viennent et tout le voir, il fait le beau, il monte sa crinière, mais le mec il sait pas aller chasser en fait. Il sait pas. Tu vois, il sait pas chasser, il sait pas s'occuper. C'est un Sénégalais. C'est ça. Il faut pas le perdu pour les Sénégalais. Laisse tomber, lion de la Teranga. C'est ça quoi. Mais en fait, le choc était tellement frappant, Néné, parce que quand ils filmaient les gens au village, tu voyais les hommes, ils portaient des vêtements, Néné. On dirait qu'ils allaient à un mariage. Ils étaient habillés, leurs vêtements, ça se voyait, ils étaient propres, ils étaient frais. Parce qu'ils ne faisaient rien. Et les femmes, elles étaient épuisées. Ça se voyait, elles étaient éprouvées. Elles disaient, on est tout le temps fatigués ici. Incroyable. Ouais. Ça m'a brisé le cœur. En tout cas. Ouais. Et je me dis, enfin bref, voilà, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que le féminisme c'est un truc de l'Occident, c'est un truc qui a été apporté par les Blancs, etc. Et je sais que j'ai déjà dit sur Instagram, j'ai dit même si ça venait de Jupiter, si ça peut libérer les femmes, si c'est un courant sur lequel on peut réfléchir et qui nous permet de sauver une gamine de 15 ans d'une vie prisonnière, franchement, je m'en fiche d'où ça vient en fait, je prends. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a dit, on a partagé avec vous nos pensées sur le féminisme et plus particulièrement sur le féminisme blanc, comment on le perçoit. Dites-nous comment vous percevez les choses, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. On discute toujours en bonne intelligence. Et puis, partagez avec nous des recos, des livres, des reportages, des choses comme ça. On vous recommande souvent des reportages Arte, mais c'est parce qu'ils sont vraiment bien faits. Et c'est du contenu gratuit sur YouTube. Alors, autant on peut trouver beaucoup de bêtises sur les internets, autant la chaîne YouTube d'Arte, elle est plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal. Et on le dit et on le redit. Hein. Si Arte... C'est même pas que je finisse ma phrase. Voilà. Si Arte prend fin, je prends les armes, je vais à la rue. Moi, je serais vraiment très très triste. Et sur tous les sujets, vous pouvez retrouver des choses qui vous intéressent, d'autres moins, mais en tout cas, c'est la façon dont leurs reportages sont faits, ce n'est que mon avis, je trouve que ça ouvre à la réflexion. Qu'on soit d'accord ou pas avec les choix de vie des personnes, avec les choses qui se passent, ça permet en tout cas de mettre une première pierre à l'édifice de votre réflexion. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la newsletter, vous ratez. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour vous autres qui êtes abonnés, merci beaucoup.
Et pour ne pas changer une équipe qui gagne, Mandaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureuse? J'allais dire mes maîtresses achevées en 24 heures professionnelles du C'est un game. challenge. Mais il y a aussi autre chose. Mais on en a déjà parlé, toi et moi, mais bon, bref. Je le dis à nos autres copines. J'ai reçu une note de la... Comment on appelle ça en français? The head teacher. La C'est maîtresse. quoi, proviseur? Oui, Non, c'est pas la la maîtresse, c'est directrice. head La teacher. directrice. Oui, j'ai reçu une lettre de la directrice de l'école de mon fils qui m'a dit qu'elle a eu le plaisir de lire un essai de DJ Quel homme. et que, en gros, elle a dit voilà, il a fait un travail et on lui a fait un travail indépendant. On leur a demandé de réfléchir à une histoire qu'ils avaient écoutée en classe, etc. et d'écrire leur avis en fait sur comment l'histoire allait évoluer. Et elle a dit j'étais vraiment époustouflée par son travail, très bonne écriture, voilà, il fait d'énormes progrès et on est toutes très fières de lui, toutes les maîtresses de l'école. Et là vraiment j'ai dit ah, je suis une maman parce que j'étais trop fière. Ouais. Et donc elles nous ont photocopié ce qu'il a écrit et franchement je pense qu'en fait on néglige, faut que j'arrête de le négliger. Ouais. Je sais pas. C'est un génie. Ils nous ont donné un truc, genre c'était une page. Je dirais pas que c'est un génie, mais tu sais, c'était une page A4. Il a écrit une page A4, quoi. Oui, c'est un génie. Mais il a 6 ans. Oui, mais c'est un génie. Donc je me suis dit, ah ouais, il a des choses à dire, ce mec. Non, mais le fils de Ndaya est un génie. Enfin, quand on regarde les enfants, on se dit toujours, oui, mon enfant est supérieur à la moyenne, machin, etc. Parce que c'est notre enfant. Ouais, c'est ça. Mais lui... On dit toujours ça, c'est ça. Oui, mais lui, objectivement... C'est un génie. Il est vraiment au-dessus. Donc, peut-être vraiment, il faut que je lui demande. J'ai négligé. Ouais. J'ai vraiment négligé il est au-dessus de la moyenne sur plein de choses. Tu peux avoir des conversations avec lui. Ce ne sont pas des conversations que tu peux avoir avec un enfant de 6 ans. Parce qu'il mène sa réflexion, il n'oublie rien, il a des arguments, des contre-arguments, il organise sa pensée. Et t'es là, tu te dis, mais... Et il ne lâche pas l'affaire. Donc jusqu'à la fin, à moins que tu lui prouves que tu as raison... S'il pense qu'il y a le moindre doute sur le fait que tu aies raison, il va te dire non, mais en fait, on va rester là jusqu'à tu me... Avec les mains dans les poches. Exactement. Et c'est ça qui est encore plus agaçant, c'est parce qu'il a tout le temps les mains dans les poches. Je te jure. Mais... Je dis tout le temps, mais on est dans la maison. J'enlève tes mains, détends-toi. Mais il est vraiment au-dessus de la moyenne. Et c'est pas parce que je l'aime d'amour et que parce que voilà, je le regarde pas avec des yeux objectifs, mais vraiment, il est au-dessus de la moyenne. Vraiment. Vraiment. Ouais. Bon, bah là, ils m'ont bien confirmé. C'est parti. C'est parti. Voilà ce qui m'a rendue heureuse. Ouais. Et de ton côté, c'est comment? Eh bien, de mon côté, c'est que qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment? Vraiment, ma vie est pas du tout passionnante. Il n'y a pas de rebondissement. Il n'y a pas un truc... voilà. Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est le sport. Vraiment, le sport. Et je suis devenue ce genre de personne qui aime bien son coach. Ou ses coachs. Oh. Et donc, du coup... Et ça fait toute la différence. Ouais, hein. Donc, du coup, bah, je choisis mes cours en fonction des coachs. Et si jamais il y a un changement de coach de dernière minute, je suis là, oh non. Alors là, non. On se connaît pas. Je sais pas envie de créer une nouvelle relation maintenant. Est-ce que tu vas non, quoi, ça va pas être possible. Est-ce que tu vas m'apporter ce dont j'ai besoin? Je ne sais pas. J'ai l'habitude avec un tel, une telle. Donc, laisse-moi m'organiser. C'est comme les enfants. Quand les enfants, pour la première fois, ils sont gardés par quelqu'un d'autre. Maman, elle fait pas le pain comme ça. Exact. Maman, elle me sert pas les thés comme ça. Exactement. Mais non, c'est ça qui me rend heureuse en ce moment, c'est de me dire que je me tiens à ce que je m'étais dit. C'est une promesse que je m'étais faite à moi-même et ça me rend heureuse que peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe le tourbillon ou la quiétude ou peu importe, ça c'est quelque chose qui bouge pas. Et c'est pas évident. C'est super. C'est vraiment, vraiment pas évident. Le nombre de fois où je suis à ça d'abandonner. Donc, ouais. C'est vraiment... c'est ça qui me rend heureuse en ce moment. Amen. Exactement. Eh bien... Hey, et joyeux carême. Oui, le carême a compensé. Soyez des bonnes personnes. Oui. Le carême, le ramadan, tout ça. On essaie c'est une période d'introspection. Et n'oubliez pas d'être charitable. Et n'oubliez pas de faire preuve un peu d'empathie, de vous tourner un peu aux autres.
c'est vrai que quand on dit tu vas être gentil que pendant cette période-là et puis le reste du temps tu vas être un connard ou une connasse, non, pas forcément, mais c'est une période pour de se remettre aussi un petit peu en question et penser un peu aux autres. Et voilà, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Pensez aux autres, pensez à vous, pensez aux autres, et essayons d'être des bonnes personnes dans ce monde. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous savez très bien, on va se retrouver, c'est-à-dire sur Twitter, sur Instagram, par mail, sur NotGonaLine pour les plus timides d'entre vous, et pas sur Facebook, ça ne bouge pas. Yeah. Yep. Et puis voilà, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode du Thé Noir, pour des nouvelles aventures du Thé Noir. En attendant, prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que la vie est parfois pleine de surprises. Je t'aime, Néné. C'est gênant. C'est gênant. Tu l'as dit. Voilà. Ah, tu vois, non? Alors, bon, voilà les retombées. Voilà les retombées. Mais bon, charisme, vous voyez. Et voilà, aimons-nous vivants. À très bientôt. Bisous, bisous. Bye, yo.